Salut la machine, j'espère que tu es encore au top. Dans ce thème de première spécialité SVT, nous allons voir les écosystèmes et les services environnementaux qu'ils nous rendent. Première partie de ce thème, nous allons voir que les écosystèmes présentent des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu. Vous êtes prêts? C'est parti! On appelle un écosystème un ensemble d'éléments naturels en relation les uns avec les autres, un milieu de vie qu'on appelle le biotope et l'ensemble des êtres vivants que l'on y trouve qu'on appelle la biocénose. Et s'il existe des écosystèmes terrestres, n'oubliez pas qu'il existe des écosystèmes aquatiques. Le premier exemple d'interaction que vous avez appris, c'est celui de la chaîne alimentaire. Vous avez appris que dans tout système, il y a au démarrage de chaque chaîne des végétaux qui sont des producteurs primaires de matière qui vont être consommés par des phytophages, herbivores, et que ces derniers vont être consommés par des zoophages, des carnivores. Puis, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle le réseau trophique de l'écosystème, c'est-à-dire une représentation sous forme de pyramide des grands ensembles intervenant dans le flux de la matière. Revenons sur l'écosystème forêt. Nous avons ici une chênaie hêtraie, car on y trouve bien sûr des chênes majoritaires et des hêtres qui poussent en futaie. Pousser en futaie signifie pousser à l'ombre de grands arbres. Le hêtre s'associe souvent au chêne, car en fait il a presque les mêmes besoins au niveau des paramètres physico-chimiques. Vous avez ici ce qu'on appelle des écogrammes. Un écogramme, c'est un diagramme qui associe les besoins des plantes et les différents types de sols existants. En abscisse, vous avez le gradient trophique, c'est-à-dire la richesse minérale du sol. Ça va de très acide en pH 4 à calcique à pH supérieur à 7,5. Et en ordonnée, le gradient hydrique, c'est-à-dire l'alimentation en eau du sol. On peut donc, d'un seul coup d'œil, repérer l'amplitude écologique d'un arbre. Son optimum est représenté en vert foncé. Donc chaque croix verte foncée vous donne une combinaison de paramètres physico-chimiques qui conviennent à l'arbre correspondant à l'écogramme. Donc ici, nous voyons bien que l'écogramme du hêtre présente des fortes similitudes avec celui du chêne. Nous avons des gradients hydriques communs ainsi que des gradients trophiques communs. Donc le hêtre va se développer en futaie, c'est-à-dire à l'abri du chêne, puisqu'il a besoin de son ombre au début de sa croissance. Donc au début de l'histoire de notre forêt, nous avons ce qu'on appelle une chênaie en futaie. Les chênes sont assez grands, ils offrent de l'ombre, une protection, ce qui permet au hêtre de se développer. Sauf que le hêtre a une vitesse de croissance beaucoup plus élevée que celle du chêne. Effectivement, un hêtre de 40 ans fait environ 40 mètres, alors qu'un chêne de 40 ans ne fait que 13 à 14 mètres. En supposant que les chênes avaient 40 ans quand les faines du hêtre avaient germé, nous avons ici une forêt qui a 80 ans, avec des hêtres de 40 ans mesurant 40 mètres, et des chênes de 80 ans ne mesurant que 20 à 25 mètres. La difficulté dans ce système, c'est que le chêne, lui, ne supporte pas le couvert, il ne supporte pas d'être recouvert par d'autres arbres, il ne supporte donc pas l'ombre. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les hêtres vont se développer, nous allons avoir un changement dans la dynamique de la forêt. Nous ne serons plus dans une chênaie, mais dans une hêtraie, puisque les chênes mourront sous l'impact de la croissance des hêtres. Ainsi, sur la planète, on distingue de grands ensembles climatiques qui définissent de grands ensembles écologiques appelés biomes et caractéristiques d'une zone géographique. Ici, nous avons une représentation graphique qui tient compte de deux paramètres, les températures annuelles moyennes et les précipitations annuelles moyennes, mais nous pouvons observer des représentations plus complexes qui vont tenir compte d'autres paramètres, comme par exemple la latitude sur le globe, l'altitude, ou encore le potentiel d'évapotranspiration. En conclusion, on peut dire que les paramètres physico-chimiques, l'eau, la température, le sol, la luminosité, l'altitude, etc., interviennent dans la répartition des êtres vivants qui s'installent là où les facteurs leur conviennent le mieux. Ainsi, les êtres vivants interagissent avec leur milieu. Si on en revient à notre écosystème, et ici au réseau trophique, concernant le flux de matière, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on va dégager dans ce système différentes communautés. La communauté des producteurs primaires, que l'on dit autotrophes, parce qu'ils produisent eux-mêmes tout seuls, soi-même, leur matière, et la communauté des hétérotrophes, hétéro donc différents, c'est-à-dire que leur matière provient d'un autre être vivant. Dans la communauté des hétérotrophes, nous avons les hétérotrophes consommateurs et les hétérotrophes décomposeurs. Donc la matière circule à partir des autotrophes. Donc les autotrophes produisent leur matière, eux, à partir d'éléments minéraux, les sels minéraux du sol, des gaz, de l'eau,
mais également à partir de l'énergie lumineuse. Ainsi, une certaine quantité de matière produite va être consommée pour produire une autre matière qui elle-même va être consommée pour servir à produire une autre matière, etc. Nous avons, lors du passage d'un niveau à un autre, une faible efficience du transfert d'énergie. En effet, si je prends 100 g d'herbe, sur ces 100 g d'herbe qui vont être consommés par exemple par un lapin, j'ai 64 g qui vont être utilisés pour la respiration. Nous avons donc une perte d'énergie qui ne va pas passer au niveau supérieur. Sur ces 100 g, il y a 34 g qui vont être perdus sous forme d'excréments et j'ai seulement 1 gramme qui va servir à la croissance de l'animal. Et c'est ce gramme-là qui va servir donc à produire de la matière, donc du muscle de lapin, de la peau de lapin, du poil de lapin. Et c'est seulement donc cette partie-là qui va pouvoir finalement être transférée d'un niveau à un autre. Donc sur 100 g de producteurs primaires, il n'y a que 1 gramme qui va servir à produire de la matière. Le reste, respiration et perte par excrément. Donc en résumé, concernant la circulation de la matière, nous avons dans un écosystème nos grands ensembles fonctionnels, les producteurs primaires, les consommateurs de classe 1, donc les phytophages, les consommateurs de classe 2, donc les zoophages, et les décomposeurs, autotrophes, hétérotrophes, hétérotrophes, hétérotrophes. Nous avons dit que la matière organique va donc passer d'un niveau à un autre pour au final finir par être dégradée par les décomposeurs. Nous allons dans ce schéma rajouter l'ensemble des flux de matière, qu'elles soient organiques ou minérales. Et nous allons commencer par l'eau. L'eau s'infiltre, puis elle est absorbée par les racines des végétaux. Mais l'eau est également bue par les animaux. L'eau va circuler dans les êtres vivants, et nous allons observer une transpiration de la part des animaux, une évaporation de la part du sol, et une évapotranspiration de la part des végétaux. Sous l'effet des rayons lumineux, nous allons avoir une absorption de CO2 au niveau des feuilles chez les individus autotrophes qui va permettre par photosynthèse de produire de la matière organique, ici du glucose, et dégager un déchet, le dioxygène. N'oublions pas que chez les hétérotrophes, le glucose est dégradé par respiration et fournit du CO2 et de l'eau. N'oublions pas que les végétaux pratiquent également la respiration, même si elle n'est pas visible la journée car la photosynthèse a un bilan plus important, on peut l'enregistrer sans problème la nuit. Et n'oubliez pas que les décomposeurs pratiquent également la respiration car dans le sol il y a de l'air. Nous nous sommes donc occupés du CO2, de l'H2O. Il nous reste maintenant à voir le cycle géochimique des sels minéraux et principalement celui de l'azote. On trouve l'azote dans l'atmosphère principalement sous forme de diazote. Ce diazote, lors d'épisodes orageux, peut passer dans le sol sous forme de nitrates. Et ces nitrates vont être absorbés par les végétaux. Les nitrates peuvent provenir de la dégradation de la matière organique par les décomposeurs. En effet, les décomposeurs vont libérer dans le sol de l'ammoniac qui va être utilisé par des bactéries nitrifiantes pour donner des nitrites qui vont donner donc des nitrates. Cet ammoniac peut provenir de bactéries fixatrices du diazote. Dans ce circuit, on va observer un retour de la forme nitrate à la forme diazote grâce aux bactéries dénitrifiantes. L'absorption de nitrate ou de diazote va être facilitée au niveau des autotrophes grâce à une association entre êtres vivants. On peut observer au niveau des racines de certaines plantes ce qu'on appelle des nodosités. Ces nodosités sont des renflements au niveau des racines dans lesquels on va observer une bactérie particulière qui s'appelle rhizobium. Et cette bactérie va donc être capable de fixer le diazote afin de faciliter son passage dans la sève brute. Certaines plantes, au lieu de s'associer avec des bactéries, vont s'associer avec des champignons. C'est ce qu'on appelle des mycorhizes. Ici, vous avez des petits filaments que l'on distingue sur les racines. Observez au microscope, voilà ce que ça donne. Vous avez une racine de plante et ici, vous avez donc une structure mycellaire. On voit très bien le mycélium ici qui se développe. C'est une association donc d'un champignon et d'une plante. Les mycorhizes vont donc augmenter la surface de sol exploitée par l'arbre puisqu'ils vont pouvoir absorber également les nitrates, mais également l'eau. Vous l'aurez compris, dans l'écosystème, les flux vont varier d'un compartiment à un autre en fonction des relations qu'entretiennent les différentes espèces entre elles. Les relations de coopération, les relations de prédation, mais également les relations de parasitisme, comme ici le gui, qui va prendre de la matière aux dépens de l'arbre, et les relations de compétition entre espèces, qui font que les valeurs sélectives des deux espèces sont diminuées par leur interaction. Donc vous l'aurez compris, en raison des flux de matière, en fonction des variations dans les flux des cycles géochimiques, en fonction des relations qu'entretiennent les êtres vivants entre eux, l'écosystème n'est pas fixe dans le temps. Nous en avons déjà parlé au début de la vidéo concernant l'évolution d'une forêt, en prenant l'exemple du hêtre et du chêne, mais nous pouvons parler d'événements ponctuels qui mettent l'écosystème dans un état proche d'un écosystème juvénile.
C'est ce qui se passe par exemple dans le cas des incendies. Après un incendie, l'évolution du système en l'absence de toute nouvelle perturbation le conduit vers un état relativement stable. Cette capacité à retrouver un état initial mature après perturbation est appelée la résilience de l'écosystème. Un écosystème se caractérise donc par un équilibre dynamique, susceptible d'être bousculé par des facteurs externes et internes. Donc en résumé, un écosystème est constitué d'un biotope, le milieu de vie, et d'une biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. Le biotope est caractérisé par des paramètres physico-chimiques et la biocénose par de grands ensembles fonctionnels, dont la répartition est modulée par les paramètres physico-chimiques. Les êtres vivants de la biocénose présentent des relations interspécifiques, mutualisme, symbiose, compétition, prédation, parasitisme, et nous observons entre le biotope et la biocénose des flux de matière et d'énergie, qui constituent des cycles biogéochimiques. Enfin, n'oublions pas une certaine dynamique dans l'espace-temps.